Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux ce matin pour une masterclass qui va être un petit peu dense. Je pense que personne ici ne contestera que le numérique a très largement participé au progrès technique et scientifique de ces dernières années. Par contre, quand on s'interroge pour savoir si le numérique participe au progrès social, voire à la justice sociale, la réponse sera certainement pour beaucoup d'entre nous un peu plus compliquée. Contrairement à l'idée reçue, progrès technique ne signifie pas progrès social. La révolution industrielle, par exemple, s'est imposée dans des conditions de travail dangereuses, cruelles. Il a fallu des dizaines d'années de lutte sociale pour que le niveau de vie de la classe ouvrière se sécurise peu à peu. Cela montre que le progrès technique n'assure pas du progrès social. Je vais tenter de vous montrer que le développement des technologies numériques, aujourd'hui, sont devenus un problème pour la justice sociale et donc un problème pour la société tout entière. Ce à quoi je voudrais vous inviter ce matin, c'est à regarder ensemble pourquoi la question sociale est particulièrement maltraitée par le numérique, et ce depuis longtemps, en regardant d'abord les défaillances très concrètes de certains calculs dès qu'ils s'intéressent au social, et en essayant de comprendre pourquoi, avant bien sûr de tenter de regarder ce que nous pouvons faire ensemble pour mieux calculer, pour mieux adresser les enjeux sociaux à l'heure de l'automatisation. Le calcul appliqué à la société est profondément défaillant, et depuis longtemps. En 2018 déjà, la chercheuse Virginia Eubanks, dans son livre « Automating Inequality », montrait que les systèmes de calcul de droit automatisés étaient partout problématiques. La mise en place de systèmes numériques dans le domaine social pour calculer, pour distribuer et contrôler l'aide sociale, par exemple, produit toujours une diminution des droits à l'encontre des plus démunis. Partout où elle a été accomplie, la numérisation des systèmes sociaux s'est révélée profondément dysfonctionnelle. Dans l'Indiana, dès 2005, l'aide sociale a reculé de 54% quand elle a été confiée à IBM. En Pennsylvanie, un outil de prédiction du risque de maltraitance d'enfants a accablé les familles les plus précaires. De l'Australie au Royaume-Uni, en passant par les Pays-Bas ou le Danemark, partout, ces 20 dernières années, ont éclaté des scandales liés à l'automatisation du social. Partout, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. La mise en place de systèmes de gestion numérique du social produit des dysfonctionnements majeurs. La France n'est pas épargnée par ces constats. Comme l'ont montré différentes enquêtes sur les algorithmes de score de risque de fraude à la CAF, que ce soit celle menée par le sociologue Vincent Dubois dans son livre « Contrôler les assistés », qui montre comment le calcul de risque a transformé les méthodes et les finalités du contrôle des administrations publiques au détriment de l'aide, du conseil et de l'assistance. C'est l'association Changer de Cap qui a également, dès mars 2022, a dénoncé l'automatisation du contrôle à la CAF comme un dispositif disproportionné par rapport aux objectifs, et elle montre que le système surcible les plus précaires, que l'administration abuse de la suspension de droits et demande que les modalités de calcul du score de risque soient rendues publiques conformément à la loi. La Quadrature du Net, qui publie en novembre 2023 une analyse du code et des données qui confirme que le score de risque fonctionne comme une double peine. Et enfin, la publication en décembre 2023 d'une enquête du Monde et du collectif Lighthouse Report, accablante, qui montre que les parents isolés sont surreprésentés dans le score de risque, que les 2/3 des contrôles visent les foyers les plus précaires, alors qu'ils sont minoritaires parmi les allocataires. Que l'algorithme est très simpliste, favorise des effets de seuil, qu'il pénalise les personnes seules, handicapées, qu'il défavorise les personnes qui viennent de divorcer, de se séparer ou de perdre leur conjoint, qu'il défavorise ceux qui gagnent moins de 942 € par mois. L'analyse montre également que les explications de la CAF sont souvent défaillantes. Bref, que l'opacité de l'algo est tout sauf neutre, et ce alors que la CNAF reconnaît ne l'avoir jamais audité pour vérifier qu'il ne produisait pas de discrimination. On retrouve là quelque chose de très très commun en fait. De partout, dans l'analyse des systèmes automatisés pour le contrôle social, les constats sont les mêmes. Ces systèmes surciblent les femmes seules, les femmes avec enfants, les gens en difficulté financière, les jeunes, les personnes d'origine étrangère et appartenant à des minorités sociales, et les personnes qui connaissent un changement de vie. En raison de leur vulnérabilité même, ces personnes sont plus contrôlées et moins bien notées. Et ce, alors que les groupes vulnérables pointés par ces systèmes n'enfreignent pas plus la loi que les autres, et qu'ils ne sont pas proportionnellement majoritaires dans la population des allocataires. De partout, quand on observe le défaut des calculs, on découvre de nombreux problèmes récurrents. Le fait que toutes les données disponibles sont utilisées pour produire des scores, par exemple. Le nombre de fois où vous vous connectez à votre espace CAF, par exemple, a un poids, alors qu'on pourrait très légitimement se demander en quoi il est lié à une fraude. Non seulement toutes les données sont exploitées, mais bien souvent, leur interprétation par le système pose problème. Le champ de commentaires dans le système d'aide sociale de Rotterdam, par exemple, où les assistants sociaux sont invités à faire des observations générales, est binaire. C'est-à-dire, tout commentaire aggrave le score de risque, contrairement au champ laissé vide. Ça signifie, en fait, que les commentaires négatifs comme positifs
que mettent les assistants sociaux à l'intérieur du système, le score est le même. Que vous fassiez un compliment ou que vous fassiez un blâme, ça compte pour 1 point. Si le champ est laissé vide, ça compte pour rien. Donc ça affecte le score de risque. Le manuel remis aux assistants sociaux pour l'évaluation des bénéficiaires ne mentionne pas que leurs commentaires sont introduits dans l'algorithme de notation des risques, ni que les commentaires positifs et négatifs seront lus de la même manière, en fait. C'est là une caractéristique que l'on retrouve dans d'autres systèmes. Dans Parcoursup, par exemple, on trouve pour les élèves en formation professionnelle des champs de ce type via la fiche à venir. Une autre caractéristique de ces systèmes est leur opacité. Ils sont non seulement opaques parce qu'ils n'expliquent pas comment ils fonctionnent, mais ils refusent toute procédure régulière à ceux qui en sont victimes. La conséquence de cela est qu'il est très difficile de contester et d'évaluer les systèmes. Ce manque de transparence a un coût démocratique élevé, d'abord pour les victimes accusées de fraude indûment, ensuite pour la société elle-même et ceux qui luttent pour dénoncer les abus de ces systèmes. Il faut des années de procédure pour montrer les lacunes techniques. À Rotterdam, ce sont des années d'action de défense, des associations de défense des droits qui ont été nécessaires pour parvenir à mobiliser sur l'importance du problème. L'opacité rend très difficile la compréhension des limites des systèmes. Dans son rapport annuel de 2020, Algorithm Watch, la grande association de défense des droits numériques européenne, constatait déjà que alors que les systèmes de traitement automatisés s'étendent, leur transparence, elle, ne progresse pas, alors qu'elle devrait être exemplaire, car elle est le préalable à la responsabilité des systèmes. Le spécialiste de l'IA, Arvind Narayanan, dans son livre tout récent, Ice Nine All, explique que ça ne va pas s'améliorer. Avec l'IA, le calcul est rendu plus opaque et plus inexplicable, voire plus discriminant, sous couvert de scientificité. Mais surtout, explique-t-il, l'amélioration du calcul qu'introduit cette complexité est bien souvent marginale. Par rapport à des méthodes statistiques traditionnelles qui utilisent peu de données, qui produisent des résultats compréhensibles, simples, vérifiables, opposables, collecter peu de données et calculer depuis peu de données cause moins de problèmes de vie privée, moins de problèmes légaux comme d'éthique, moins de discrimination, explique le chercheur qui dénonce également les défaillances majeures et durables de l'IA prédictive, notamment dès qu'elle s'applique au social. Derrière l'opacité, le risque auquel nous sommes confrontés, c'est de cacher l'irresponsabilité des calculs derrière leur complexité pour une amélioration des calculs qui peut être tout à fait marginale. Enfin, comme l'explique le philosophe Achille Mbembe dans son livre Brutalisme, le risque de cette opacité des calculs, c'est qu'elle produise de plus en plus de calculs à la volée. C'est celui de droits de plus en plus réajustables, changeants, mouvants, des calculs ajustés, modifiés sans cesse pour tenir des objectifs qu'on leur assigne, au risque de produire une révocabilité des droits plutôt que des droits pérennes et stables. C'est donc tout l'inverse de ce que les plus démunis ont besoin. On pourrait croire que ces dysfonctionnements sont liés à des erreurs de jeunesse qui seront nécessairement corrigées dans le temps. Mais ce n'est nulle part ce qu'on constate. Le système de scoring de l'aide sociale mis en place à Rotterdam par Accenture a été déployé en 2017, avant d'être suspendu seulement en 2021. Accenture, comme IBM avant lui, comme la plupart des entreprises qui déploient ces systèmes, promettaient des résultats impartiaux et équitables. Ce n'est pas le cas, en fait. Pire, ces systèmes demeurent bien souvent en place, même quand on documente leurs limites. À Los Angeles, le système numérique pour attribuer des logements aux SDF, par exemple, a été mis en place en 2014. Il est régulièrement critiqué pour les innombrables problèmes qu'il comporte. Eubanks, dans son livre, montrait que les SDF sortant de prison se voient attribuer un score faible au prétexte qu'ils ont eu un hébergement durable durant leur séjour en établissement pénitentiaire. En 2023, le site The Markup montrait que le système donnait de moins bons scores aux Noirs et aux Latinos qu'aux SDF blancs. Et malgré toutes ces critiques, quelques petites corrections, le système est toujours en activité. La réforme des outils du social défaillant est toujours reportée. Mais il n'y a pas que le calcul appliqué à la fraude sociale qui pose problème. Nous sommes cernés par des systèmes discriminants parce qu'ils sont utilisés pour calculer des différences entre les gens et que pour y parvenir, ils mobilisent des techniques problématiques. Le but de ces systèmes est bien de nous distinguer les uns des autres, de produire des différences au risque de produire des discriminations quand ces différences ne sont pas proportionnelles aux catégories de population affectées. L'un des problèmes, me semble-t-il, c'est que ces systèmes remplacent l'objectivité par la précision. Prenons un exemple pour comprendre ça. C'est un exemple parmi les plus emblématiques qui sont en France, Parcoursup. Depuis 2018, chaque année, Parcoursup affecte la vie de plus de 900 000 lycéens et étudiants, sans que les plus concernés n'aient jamais eu le moindre mot à dire sur la conception de la plateforme. L'idéologie fonctionnelle de Parcoursup, elle est très simple. Elle propose d'attribuer aux meilleurs élèves les meilleures places.
La plateforme nationale, qui recense les formations, recueille et gère les vœux des futurs étudiants de l'enseignement supérieur, est à la fois une réalité et un symbole des impacts majeurs du numérique. Elle est la machine qui reproduit et accentue les très fortes inégalités du système éducatif français. Parcoursup est avant tout un outil pour maîtriser la dépense publique. La plateforme optimise le nombre de places disponibles afin de n'en laisser aucune vacante dans une politique scolaire depuis longtemps austéritaire, où peu de places sont créées, hormis dans l'enseignement supérieur lucratif privé. Ce que l'on connaît mal, c'est le coût humain de la plateforme. Combien d'élèves sont-ils laissés sur le carreau? Si on en croit le ministère, il n'y aurait que 19 000 élèves, 2% des 900 000 candidats annuels, qui seraient sans proposition. Mais les défaillances sont certainement plus nombreuses que cela. Il faut ajouter à ce chiffre 90 000 élèves qui quittent la plateforme avec une seule proposition qu'ils n'acceptent pas, c'est-à-dire 9% des élèves. Ainsi que 270 000 élèves, 29%, qui se réorientent chaque année. Soit en tout près de 40% dont on peut considérer l'orientation comme problématique. Ce qui n'est pas un très bon résultat pour une plateforme dédiée à l'orientation. Parcoursup est une machine pour organiser le tri social. Elle distribue la pénurie de places à ceux qui sont jugés les plus efficaces pour les occuper, mais en prenant le plus petit dénominateur commun pour s'en assurer, à savoir les résultats scolaires. Chaque formation pilote ses critères de choix d'élèves depuis les données disponibles dans Parcoursup, principalement les résultats scolaires, au détriment de la motivation. Moi, en travaillant sur Parcoursup, je me suis rendu compte que, par exemple, la motivation n'est pas un critère dans Parcoursup. Le seul espace pour la motivation, c'est la lettre de motivation, qui n'est souvent lue que pour départager deux candidats dont le score est semblable, en fait. Chaque formation doit produire un classement des candidats sans ex-aequo, ce qu'on appelle la liste d'appel. Ensuite, l'algorithme central vérifie les classements et les recompose en prenant en compte, par exemple, les quotas d'élèves boursiers ou ceux provenant de l'académie, puis envoie ses propositions aux candidats à accepter, qui libèrent les places pour les autres au fur et à mesure qu'ils acceptent ou refusent des propositions qui leur sont faites. Le grand problème, ce n'est pas de sélectionner les bons élèves ou d'éliminer les plus mauvais, mais bien de départager la grande masse des candidats moyens, explique le spécialiste du sujet, Julien Gossa. Si vous ne connaissez pas son blog, allez le lire, il a fait les meilleurs posts qui soient pour comprendre Parcoursup. Départager les candidats entre eux se fait souvent sur des micro-critères. Une mauvaise note en sport peut rétrograder un candidat de quelques places décisives. Parcoursup parvient très bien à distinguer les très bons élèves des mauvais. Mais ce n'est pas une spécificité de la technique. Nous aussi, on sait très bien distinguer un élève qui a 19 de moyenne d'un autre qui a 11. Mais cela se complique avec l'origine géographique des élèves, les différences selon les établissements où ils sont scolarisés. D'où l'importance à outiller ce tri social par une plateforme de calcul et de tri qui a l'apparence de la neutralité et de la science. Le problème, c'est que rien ne distingue deux élèves qui ont la même moyenne provenant de lycées très semblables. Nous pouvons tenter de distinguer deux élèves qui ont le même profil ou la même moyenne générale, mais nous savons que notre jugement est particulièrement factice. Il n'y a pas de différence scolaire entre deux élèves qui ont 11 de moyenne. Or, dans Parcoursup, ces deux élèves doivent être distingués pour être critérisés dans la liste d'appel. L'un devra être affecté d'un score différent et l'autre au risque que l'un obtienne une place et pas l'autre. Le calcul nous assure de sa promesse technicienne de distinguer chacun. Pourtant, nous entrons là dans les biais du calcul, dans le flou qui recouvre la réalité que le calcul mesure. En tant qu'humains, nous pouvons faire semblant de croire encore qu'entre deux des élèves qui ont 11 et 11,05 de moyenne, il y a une différence qui serait peut-être aussi différenciante qu'une différence entre un élève qui a 19 et un autre qui a 11. Mais on peut faire semblant d'y croire. Il y a encore 0,05 points d'écart. Qu'importe si cet écart provient par exemple de leur note en sport alors qu'ils candidatent à une formation d'électricien. Or, on a bien plus de mal à être convaincu d'une différence entre deux élèves dont le score est de 11,054 et 11,058. On peut certes se cacher derrière la perfection mathématique pour continuer de croire qu'on a établi une différence. On peut faire semblant de croire qu'il y a une différence entre ces deux élèves depuis des critères mesurés. Mais la réalité, c'est plutôt que le calcul introduit une différence qui est purement calculatoire. Entre ces deux élèves, la différence, la distinction, comme dirait Pierre Bourdieu, ne repose pas sur le mérite ou sur leur qualité, que révélerait la précision de leur évaluation. Elle ne repose pas sur les savoirs, les compétences ou les comportements. Elle relève d'un arbitraire, d'une décision du calcul, par le calcul et pour le calcul. L'essentiel des candidats sont semblables. Leur distribution est globalement très homogène. Vous avez ici sur le dessin les candidats à la formation de Julien Gossa, classés selon leur moyenne. Vous voyez l'essentiel. Voilà. Il y a quelques très bons à droite, quelques très mauvais à gauche, mais l'essentiel des candidats sont tous à peu près semblables et se superposent les uns sur les autres.
Entre 15 élèves qui ont 11 de moyenne, provenant de lycées peu ou prou semblables, il n'y a pas de différence de capacité entre eux. Et s'il y en a une, elle n'est pas mesurée par la moyenne. C'est le classement, c'est par sa précision technique qui va nous faire croire à la fois à son objectivité et à la fois aux distinctions qu'il génère sur des micro-critères abscons et injustifiables. Autrement que par la logique de la règle d'une évaluation pour elle-même, pour les classer entre 11,016 et 11,001. Cette différence qu'introduit le calcul et qui peut avoir un impact réel, puisque celui qui a 11,016 peut être accepté, alors que celui qui a 11,015, lui, et les suivants, peut ne pas l'être. L'objectivité, la rationalité des machines procède alors d'une forme d'aléatoire, de réductionnisme, qui ne dit pas son nom. Elle s'entérine dans un calcul qui a toute l'apparence de l'objectivité sans l'être. L'aporie et la contradiction insoluble de Parcoursup et de nombre de calculs appliqués au social est tout entière dans ce jugement social produit par des mesures techniques qui nous fait croire à leur objectivité, à leur rationalité parfaite, car abstraite. Alors qu'elle n'est qu'une logique inadaptée au problème, pour autant qu'il y ait une solution au problème d'ailleurs. La précision remplace l'objectivité. Deux lycéens jumeaux ne sont pas distingués l'un de l'autre. En fait, Parcoursup, pour les élèves qui ne sont pas distinguables les uns des autres, est aussi limité qu'une inscription qui privilégie le premier arrivé, comme nous l'avons connu pendant très longtemps, ou qu'un tirage au sort de candidats. Là où Parcoursup est leur, c'est de leur faire croire que sa logique est parfaitement rationnelle et méritocratique, alors que nous sommes engoncés dans un problème sans solution autre que l'augmentation du nombre de places disponibles et l'amélioration du suivi des étudiants. Pour établir leur choix, les formations disposent de données disponibles dans la plateforme. D'abord et avant tout, les résultats scolaires, moyenne des matières par trimestre, moyenne générale, résultats du bac, progression des moyennes, rang de classement. Ce sont les principales données qu'elles utilisent pour classer les élèves. Elles disposent d'autres données encore, notamment des données comportementales, particulièrement utilisées pour distinguer les élèves de bac pro qui candidatent dans les formations professionnelles, ainsi que d'éléments non critérisés que certaines formations, notamment les plus sélectives, vont mobiliser pour affiner leur classement, à savoir les appréciations des bulletins scolaires, les CV, les lettres de motivation, ainsi que les absences ou le lycée d'origine, qui vont servir à la fois à trier et surtout à distinguer les candidats équivalents. La prise en compte du comportement, donc via la fiche à venir, qui permet de générer des scores fins, bouleverse complètement les classements. Julien Gosset explique par exemple que quand il prend en compte les fiches à venir, et pas seulement la moyenne sur ses 874 candidats à sa formation, les candidats gagnent ou perdent en moyenne plus de 120 places, et jusqu'à 577 places pour le cas extrême. 30% des candidats qui étaient admis d'office sont différents d'un classement à l'autre. Une fois tous ces classements soigneusement réalisés par les formations, le système Parcoursup les bouleverse à nouveau, en y appliquant des quotas qui modifient en profondeur les classements, tout comme la fiche à venir modifie les classements réalisés par les équipes pédagogiques. Ces quotas ne servent pas tant à favoriser la diversité, comme on l'entend trop souvent, qu'à orienter les flux en restreignant l'accès des bacheliers professionnels à certaines formations, par exemple. Si l'introduction des quotas a eu un effet sur la justice sociale lors du passage d'APB à Parcoursup, améliorant la part des boursiers dans les études supérieures de 1,5%, cet effet a très vite montré ses limites, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas répété les années suivantes. La part des boursiers a progressé dans certaines formations professionnelles, mais pas du tout dans les classes préparatoires aux grandes écoles, par exemple. Quand on regarde le fonctionnement de Parcoursup, on trouve les mêmes caractéristiques défaillantes que l'on retrouve dans d'autres jugements techniques de social. Des systèmes qui fonctionnent très bien pour les candidats normaux, je mets des guillemets, et qui surcontrôlent les candidats qui dévient de la norme, avec un biais pauvrophobe ou sur les difficultés qu'ils ont, qui consiste à augmenter les exigences des candidats les plus défavorisés, à l'image de la prise en compte du comportement pour les filières professionnelles. L'autre caractéristique, c'est qu'on retrouve à l'œuvre un système de scoring, c'est-à-dire une évaluation chiffrée des candidatures qui vise à mettre une note à un profil de données pour le distinguer des autres et le classer. Mais un système de scoring qui amplifie des micro-distinctions pour faciliter le calcul et le classement sans que sa pertinence ne soit effective. Ce scoring, on le retrouve dans des tas d'autres systèmes. J'aimerais avoir le temps de vous parler du monde de la santé et de comment défaille encore aujourd'hui le score de greffe du rein aux États-Unis, qui ont pourtant accompli depuis la naissance de la dialyse dans les années 20 un travail exemplaire de discussion entre la science et la société pour améliorer la justice et l'équité de ces calculs. Or, ils ne le sont toujours pas. C'est ce qu'explique David J. Robinson dans son excellent livre « Voices in the Code ». J'aimerais vous parler du marketing numérique et des impacts extrêmement concret des techniques de calcul sur les prix, qui reposent de moins en moins sur des calculs de prix de revient et de plus en plus sur des calculs pour optimiser la capacité à payer des clients. Et ce, encore une fois, depuis un scoring de nos données. Je vous renvoie aux articles et dans lesalgorithmes.net. Comme je n'ai pas le temps de tout dire, je vais vous évoquer quand même un autre exemple, c'est celui de l'emploi.
Je ne sais pas du tout si nous serons grand remplacés dans notre travail par l'IA. Par contre, il est bien plus probable que celle-ci vous empêche déjà de trouver votre prochain emploi. Dans le domaine des ressources humaines, beaucoup trop de décisions sont basées sur de la mauvaise camelote algorithmique, explique la journaliste Ilke Schallmann dans son livre The Algorithm. Que ce soit pour sélectionner des candidats ou évaluer leurs employés, les entreprises ont de plus en plus recours à des systèmes automatisés qui cherchent à produire des correspondances entre les compétences des candidats et ceux des employés déjà en poste, voire à prédire des personnalités. Sans grand succès. Dès qu'on enquête un peu sur le fonctionnement de ces systèmes, on se rend compte qu'ils produisent surtout des approximations généralisées. Sous l'apparence de scientificité, des scores et des chiffres qu'ils déterminent se cachent en fait beaucoup de pseudosciences, de comparaisons mot à mot peu efficaces. Quand on s'intéresse au fonctionnement concret de ces outils, on constate surtout que leur caractéristique principale, ce n'est pas tant qu'ils hallucinent, mais de nous faire halluciner, c'est-à-dire de nous faire croire en leurs effets. Ils cherchent dans les CV les occurrences des termes qui décrivent le poste depuis l'annonce ou comparent les termes des CV des candidats à ceux de personnes déjà en poste. C'est pourquoi les candidats à l'embauche inondent leur CV de mots-clés pour contourner les limites de ces systèmes. Une étude a même montré que changer le format de son CV d'un PDF à du texte brut changeait les scores que ces systèmes produisent. La plupart des systèmes utilisent des attributs par procuration pour détecter les compétences, comme le fait d'avoir un diplôme du supérieur ou le fait d'avoir des compétences précises formalisées par des mots-clés littéraux. Les capacités de réglage des systèmes de suivi de candidature sont bien plus conçues pour exclure et rejeter les candidatures que pour intégrer les candidats. Un très fort pourcentage de candidatures sont rejetées parce qu'elles ne remplissent pas les critères demandés. Et ce, alors que les employeurs ont tendance à démultiplier les critères pour réduire le nombre de candidats à examiner. Pour un simple emploi de vendeur, le nombre de compétences requises dans les offres d'embauche en ligne est en moyenne de 31 compétences. Depuis de simples analyses de mots de vocabulaire sont produites des scores censés analyser des aptitudes comme la flexibilité ou la capacité à négocier. Les mots que vous écrivez sur vos CV sont utilisés pour définir des scores qui vont vous dire, par exemple, si vous êtes capable de négocier, juste à partir des simples mots que vous utilisez. Utilisez des dictionnaires de synonymes. Bien souvent, les entreprises qui embauchent sont les premières responsables du surfiltrage qu'elles utilisent. Mais surtout, à force de démultiplier les critères, elles ne parviennent pas à ouvrir leur carnet de recrutement. Joseph Fuller, chercheur à la Business School d'Harvard, montrait que nombre de candidats qualifiés n'étaient pas considérés par ces systèmes de tri automatisés. Nombre de systèmes de recrutement rejettent des candidats qui font de très bons scores sur beaucoup de critères, mais qui échouent totalement sur un seul d'entre eux, au profit de candidats qui peuvent être très moyens sur tous les critères. Ainsi, dans la moitié des outils d'analyse automatisés testés par son équipe, avoir un trou de 6 mois dans sa carrière conduit à une exclusion automatique, quelle que soit la raison de ce passage, à vide, congé, natalité, maladie. Et ce, même si la candidature est par ailleurs très bien notée. Cet exemple montre que la qualification n'est pas le seul critère pris en compte. Ces systèmes font d'abord ce pourquoi ils sont programmés, minimiser le temps et le coût passé à recruter. Le problème, c'est que ces fonctionnements invisibilisent les discriminations que les plateformes produisent. Derrière la soi-disant objectivité des scores se cachent des pratiques discriminatoires liées à l'âge, à la couleur de peau, au handicap, au niveau social. Les systèmes servent à répliquer, à amplifier, obfusquer les discriminations à très grande échelle. Les plateformes d'embauche ont été mises en place avec la promesse de réduire les biais de décision. Au final, elles les ont amplifiés. Pire, les données servent de proxy pour contourner les interdictions légales à la discrimination. Les discriminations de race, de genre, social sont déguisées derrière une nébuleuse adéquation culturelle des candidats aux offres. Plus que les compétences ou l'expérience, les recruteurs et leurs machines sont à la recherche d'un matching socioculturel qui masque ces motivations discriminatoires d'un couvert de neutralité, qui occulte combien nos stéréotypes acquis influencent en profondeur nos décisions, comme le fait de préférer certaines écoles à d'autres dans les recrutements, ou le fait que les systèmes de recrutement favorisent certains termes sur d'autres. Les exemples de biais de ce type sont très nombreux, se démultiplient quand tous les termes d'un CV peuvent devenir prédictifs. C'est ainsi parfois le cas de prénoms ou de formation ou de hobby qui peut devenir des paramètres clés de certains de ces systèmes. Par l'analyse des mots-clés, par exemple, on s'est rendu compte que des termes comme Afrique, latine, qu'ils soient associés à un travail ou à un hobby, comme le fait de pratiquer la danse afro, par exemple, pouvaient dégrader le score d'un CV. Juste parce que la présence du terme renvoie à des publics afro-américains. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire les mêmes constats. En France, la localisation, l'IP, la provenance géographique des candidats est assez ouvertement utilisée pour le tri, reconnaissent très discrètement, je vous l'accorde, les plateformes qui implémentent massivement ces fonctionnalités à la demande des entreprises.
Les systèmes d'embauche automatisés permettent d'abord d'obscurcir les discriminations, par exemple celles liées à l'âge, alors que la loi les interdit. Plusieurs études ont montré que la discrimination liée à l'âge est exacerbée par l'automatisation. Un audit de la Bank of America a montré que les gens de plus de 40 ans avaient un taux de rappel suite à une candidature 30% moins élevé que les plus jeunes pour des emplois de base, et que ce taux s'effondrait encore plus pour les femmes de plus de 40 ans. Ces disparités de traitement sont difficiles à prouver. D'abord et avant tout parce que les plateformes d'emploi ne sont contraintes à aucune transparence statistique sur ce qu'elles font. Une étude a même montré que pour quelques 600 plaintes pour discrimination raciale à l'emploi aux États-Unis, la majorité des jugements rendus peinent à reconnaître la discrimination à l'œuvre. Certains auteurs parlent d'autoritarisme de plateforme pour évoquer les contradictions entre les politiques des plateformes et les législations. Cet autoritarisme masque la relation qu'elles entretiennent avec les candidats comme intermédiaires qui bénéficient bien plus aux employeurs et aux plateformes qu'aux utilisateurs. Comme dans les systèmes de score de risque, démontrer le dysfonctionnement de ces systèmes demeure très compliqué, notamment parce que ces éclairages reposent souvent sur des exemples spécifiques, de simples tests, des études limitées en ampleur, en profondeur, dans le temps, que les entreprises ont très beau jeu de rejeter comme n'étant pas représentatives. Et l'accumulation de preuves de défaillance devrait néanmoins être plus préoccupante et devrait exiger que nous fassions mieux. Deux choses encore très rapidement sur l'emploi, avant d'en terminer. Premièrement, le score de candidature à l'embauche que je vous ai présenté un peu avant, ce n'est pas le seul scoring auquel sont soumis les demandeurs d'emploi. Il faut aussi compter, là encore, sur des systèmes de calcul de risque déployés par France Travail, notamment, dont on ne sait pas grand-chose. L'enquête de la Quadrature du Net nous a appris que non seulement le contrôle de votre recherche d'emploi dépend du type d'emploi auquel vous postulez, mais également que la fréquence des sanctions varie selon le public. À nouveau, selon que vous serez puissant ou misérable, etc. L'inégalité de contrôle et de surveillance est encore une fois la règle. Les chômeurs signalés par leurs conseillers, les personnes qui n'ont pas travaillé depuis un an, ceux qui sont dans des secteurs en tension, sont bien plus contrôlés que ceux qui annoncent vouloir créer une entreprise. Depuis au moins 2015, France Travail, sur le modèle précurseur de la CAF, s'est converti à la fouille de données à des fins de lutte contre la fraude, sans apporter beaucoup d'éclairage sur les projets d'IA qu'elle mobilise. À nouveau, l'opacité des pratiques est la règle. Allez voir les documents qu'a publié la Quadrature. Ils montrent comment en fait, France Travail utilise, là encore, comme à la CAF, toutes les données qui sont disponibles pour produire des algorithmes de détection de fraude, quel que soit le niveau de pertinence des données, produisant par là même de la complexité, de l'opacité sur ces méthodes, au détriment de l'explicabilité. Dernier problème, qui me semble aujourd'hui essentiel dans tous ces systèmes de scoring, et qu'on voit nullement, notamment poindre dans le domaine du travail, mais pas seulement, c'est l'effet que ces systèmes optimisent tous les calculs, car ils accèdent à toutes les données, permettant tous les croisements. Là où cela devient problématique, c'est quand les données de planning, des ressources humaines par exemple, sont croisées avec de nombreuses autres données. On trouve partout désormais des logiciels de gestion des personnels qui sont aussi des tableaux de bord d'activité. De plus en plus souvent, ces outils sont augmentés de fonctions de calcul et de prévision, par exemple pour les magasins ou la grande distribution, de fonctions de prévision de chiffre d'affaires, de fonctions de prévision d'affluence des publics, selon l'historique des ventes, de la météo, etc., qui vont permettre d'adapter les besoins de personnel à l'offre ou aux prévisions de vente. Ces logiciels déployés en même temps que la montée du temps partiel ont bien souvent rendu les horaires de travail des gens assez chaotiques, avec des alertes de veille, avec des alertes de la veille pour le lendemain pour venir travailler, des semaines très irrégulières, des journées fractionnées. Mais certains logiciels vont plus loin encore. L'intégration de modules d'IA de plus en plus développés, et certains commencent à automatiser la distribution des changements d'équipe au travail. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien depuis quelles données. Et beaucoup sont problématiques, puisqu'elles peuvent prendre en compte la rémunération, l'assiduité, la disponibilité, la fonction, l'évaluation par les clients, par les responsables, le nom de famille, la couleur de peau. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qui nous assure du contraire? En 2022, par exemple, la SNCF, comme le dit l'article du Monde Diplomatique, a déployé un logiciel de ce type pour pallier au manque de conducteurs sur certains Transiliens de la région parisienne. Particulièrement dysfonctionnel, ce logiciel ajustait les agendas des personnels du jour pour le lendemain. Mais surtout, il optimisait les horaires de travail au détriment des primes qui dépendent du nombre de voyages ou du nombre d'heures de nuit effectuées dans le mois. Nous sommes là face à des logiciels qui peuvent optimiser le coût social des employés et produire des horaires en fonction. Dans nombre de professions où les primes sous conditions et les heures supplémentaires sont fréquentes, ces systèmes peuvent venir changer les conditions même du travail.
Le risque est très fort qu'on produise par des systèmes qui s'optimisent les uns des autres, des discriminations encore plus invisibles que celles que nous connaissons actuellement. La spécialiste du sujet, la professeure de droit, Vina Dubal, qui a notamment beaucoup étudié Uber, symbole de ses fonctionnements, parle de discrimination salariale algorithmique. Le risque, c'est qu'il se déploie demain bien au-delà du seul exemple symbolique qu'est Uber. Comment réagirez-vous, vous, si demain votre employeur optimise votre salaire comme on le permet aujourd'hui à Uber de le faire? La sociologue Marion Fourcade parle de Lumpenskorietaria pour désigner ceux qui n'entrent pas dans les cases du formulaire, ceux dont la position est trop aberrante par rapport aux données et aux moyennes, ceux qui vont être maltraités par les systèmes de calcul et qui seront d'autant plus maltraités que les scores les suivent par devers eux, se répliquent, se consolident dans d'autres index sous la forme de cascades décisionnelles. Au prétexte de pouvoir calculer tout le monde, les systèmes produisent des scores qui fonctionnent très mal pour certains, au risque de produire un Lumpenskorietaria, c'est-à-dire des publics toujours mal mesurés et mal classés. Le risque, c'est que ces calculs renforcent encore la convergence des discriminations. Ce Lumpenskorietaria sont ceux qu'évoque dans ses rapports le défenseur des droits, sont ceux dont part Marie-Alette Grard, la présidente de la TDK Monde, quand elle évoque il y a quelques jours la maltraitance institutionnelle en dénonçant le cocktail délétère que produit à la fois les choix politiques, les mécaniques de défiance qui envahissent les institutions, et que ce soit par des droits conditionnés ou par le surcontrôle depuis des algorithmes discriminants, dit-elle, et que renforce encore les évolutions des fondements, des fonctionnements des institutions, notamment avec la dématérialisation et la complexification des démarches. Il faut comprendre comment les modes de calcul impactent la société. À Vecteur, l'association que je dirige, que j'ai lancée, on pense que le numérique, les algorithmes ou l'IA, nous sommes dans une même continuité, est le service que les organisations vendent. Il doit être aligné à la raison d'être de l'entreprise, de ses personnels, de ses clients et usagers. Améliorer les calculs est un mauvais diagnostic. Un meilleur calcul n'améliore pas les valeurs du service. Il faut aligner les valeurs du calcul aux valeurs du service. Transparence, explicabilité, co-conception, maintenance continue, éthique intégrabilisable ne sont que des leviers qui doivent s'appuyer sur des valeurs plus vertueuses encore. Nous devons améliorer la maintenance du contrat social des systèmes. On pourrait regarder plus profondément les raisons qui expliquent ces évolutions, les raisons politiques et idéologiques que nous inscrivons dans ces outils. Mais on va plutôt s'intéresser aux solutions, à ce que nous pouvons faire pour remédier à ces problèmes. Je ne vais pas vous parler de la transparence, de l'ouverture, de l'éthique des systèmes. Ce sont des solutions essentielles, bien sûr, mais qui, de mon point de vue, ne sont pas suffisantes pour changer la donne. Et surtout, on vous les rabâche partout, donc je ne vais pas les répéter. Essayons plutôt de mobiliser, en plus de ces solutions, d'autres enjeux pour améliorer la justice sociale que produisent les calculs. La première consiste à travailler un peu plus que nous le faisons. D'abord, à l'heure où toutes les données sont disponibles, aucun silo de données n'est étanche. Peut-être devons-nous réfléchir à réarmer des interdictions fonctionnelles plus fortes qu'elles ne sont. L'exemple que je viens de vous donner sur le fait que les informations salariales puissent rétroagir sur les plannings horaires pour les optimiser, au moins disant social, me semble assez emblématique de questions que nous devrions poser collectivement. Ce n'est pas parce que les données sont disponibles qu'elles doivent être utilisées. Nous avons un principe de minimisation et de proportionnalité des données inscrit dans la loi. Il est temps de réfléchir collectivement à comment les renforcer et à les rendre efficaces. Nous devrions réfléchir un peu plus collectivement à ce qu'il est possible de faire depuis les données et comment interdire et limiter certains croisements de données et surtout les rendre effectifs. Nous l'avons fait pour les données de santé. Peut-être faut-il réfléchir plus avant au fait que croiser certaines données entre elles les rend bien plus sensibles qu'elles ne sont. Ensuite, comme le répète souvent le chercheur Arvind Narayanan, que je cite beaucoup dans cette présentation, apporter la preuve que les systèmes fonctionnent devrait être la première responsabilité des vendeurs de solutions. En publiant les études scientifiques indépendantes nécessaires, en laissant les entreprises les tester et en permettant à ceux qui sont calculés d'obtenir des résultats et des explications sur la manière dont ils ont été calculés. Dans le domaine médical, les laboratoires doivent prouver que leurs médicaments fonctionnent avant de pouvoir être mis sur le marché. Ce n'est pas le cas des systèmes d'évaluation des candidatures, comme de bien des systèmes automatisés dont j'ai parlé. Les essais contrôlés randomisés devraient être un standard dans tous les domaines de la prise de décision automatisée, dit Narayanan. Enfin, l'acteur public doit renforcer la surveillance des acteurs. Mais pour cela, encore faut-il pouvoir mieux mesurer et mettre en visibilité leurs défaillances. Dans le secteur du recrutement, par exemple, cela signifie que les recruteurs devraient produire des données sur les candidatures qu'ils reçoivent et les sélections auxquelles ils procèdent, par exemple. Que ce soit sur le genre, l'âge, l'origine ethnique, géographique, le niveau social. Pour faire reculer les discriminations invisibilisées et amplifiées, il faut que les organisations soient contraintes à documenter les résultats de leur sélection comparativement aux candidatures reçues. Est-ce que pour en prendre le chemin, il faudrait arriver à inverser la logique actuelle, à l'œuvre aujourd'hui, où le contrôle s'exerce bien plus sur les candidats à l'emploi, et notamment les chômeurs, que sur les pratiques des recruteurs.
La seconde piste de solution consiste à faire entrer les utilisateurs dans les calculs. La participation du public est le seul levier pour assurer l'équité et la justice. La gouvernance des systèmes n'est solide que si elle est ouverte, transparente et qu'elle permet d'entendre chacun. Le problème, c'est que ces infrastructures pour créer une compréhension partagée, ces gouvernances ouvertes sont encore bien trop rares, alors qu'elles devraient être la règle dans tous les systèmes à haut enjeu. Certes, nous pourrons peut-être pas délibérer aussi lourdement sur tous les sujets, mais aujourd'hui, il y a trop d'endroits où nous ne délibérons pas. La démocratie prend du temps, mais souvenons-nous qu'elle demeure le moins pire des systèmes. Nous devons organiser la confrontation des intérêts divergents, comme nous y invitent Manon Loisel et Nicolas Riot dans leur excellent livre « Pour en finir avec la démocratie participative ». Allez écouter Nicolas Riot demain à 14h. Il n'est pas normal que les lycéens et les étudiants n'aient aucune voix dans le fonctionnement de Parcoursup. Partout où il y a des enjeux publics et des calculs, il devrait y avoir des tables de discussion. Trop souvent, les services publics eux-mêmes restent peu démocratiques. Les usagers y sont absents. On ne leur demande jamais leur avis, alors qu'ils devraient être au cœur des décisions que les services prennent en leur nom. Le mantra du « pas pour nous, sans nous » des associations historiques du soin et du handicap devrait être à la base d'un droit essentiel et omniprésent. La troisième solution consiste à produire des alternatives au calcul. Nous avons besoin de produire des modalités de calcul différentes. L'accès aux écoles publiques post-bac de la ville de New York repose sur un système assez comparable à Parcoursup. Chaque école établit ses propres critères de sélection, des critères qui sont publics, et qui reposent le plus souvent sur une note à des tests standardisés. Pourtant, comme chez nous, le système encourage une fausse méritocratie qui attribue aux meilleurs les meilleures places, invisibilisant les discriminations sociales et raciales liées aux inégalités fondamentales de nos sociétés. Le collectif lycéen Teens Take Charge milite pour un système où les écoles ne choisiraient pas leurs élèves selon leur mérite individuel ou leurs résultats des tests standardisés, mais pour un système où chaque école devrait accueillir des étudiants selon une distribution représentative des résultats aux tests standardisés, afin que les meilleurs, comme les moins bons, ne soient pas concentrés dans les meilleures écoles, mais mieux distribués entre chaque école. Trop souvent, le marché impose une solution de calcul et une seule. Que ce soit parce que cette méthode de calcul est la seule disponible ou parce qu'elle est jugée plus efficace pour et par ceux qui l'implémentent. Les acteurs publics comme privés se rabattent sur la solution proposée sans envisager même d'alternative. Dans le domaine du numérique, nous manquons d'alternatives au calcul. Pour terminer, un dernier point, c'est que nous avons plus que jamais besoin de services publics. Alors appelez-les communs numériques, appelez-les comme vous voulez. Moi, je préfère le terme de service public. Je vais vous raconter une ultime histoire. Cette histoire, c'est celle que raconte Jeanne Guin dans son Histoire des produits menstruels. Dans cette histoire des serviettes, des tampons et des applications de suivi du cycle menstruel, Guin nous montre aussi que la complexification des produits sert bien plus leur opacité que leur progrès. Que leur marchandisation est toujours une dépolitisation, que leur privatisation implique toujours une déprise sociale et que la personnalisation de la santé induit un environnement de santé publique dégradé. En ce qui concerne les applications de santé menstruelle, elle explique que celles-ci sont défaillantes parce qu'elles ne sont pas produites comme un service public, respectueux de la diversité de ses utilisatrices et de leur intimité. En regardant précisément le fonctionnement de quelques 250 applications de santé dédiées au suivi des règles et des périodes de fertilité, Jeanne Guin montre toutes les limites de ce business bienveillant. Payantes comme gratuites, toutes reposent sur la vente de données des utilisatrices ou leur identification. Beaucoup partagent les données qu'elles collectent avec des courtiers en données. Les lois sur le secret médical s'appliquent aux données collectées par les hôpitaux, mais pas celles collectées par les entreprises propriétaires d'applications menstruelles. D'autant que ce ne sont pas des applications de santé, officiellement. Ce ne sont pas des dispositifs médicaux. Mais surtout, aucune de ces applications n'est vraiment gratuite. Aucune n'est produite par un système de santé publique, à l'image du planning familial. Guin montre également que ces applications ne sont pas fiables, qu'elles produisent trop souvent des prédictions de cycles inexactes, beaucoup suggèrent des comportements problématiques ou normalisent des jugements ambivalents, parce que les institutions qui les fournissent y ont intérêt. Guin estime avec raison que ces applis de santé devraient rester profondément anticonsuméristes. Hygiène et santé ne sont pas des problèmes privés et ne peuvent pas être confiés au secteur marchand. Ces applications ne devraient pas pouvoir revendre ni même utiliser les données de leurs utilisatrices. Par cet exemple, Jeanne Guin nous montre très concrètement qu'il n'y a pas d'alternative à un service de santé publique. Dans le numérique, nous avons besoin de services publics protecteurs de leur public. Nous avons besoin de services qui utilisent les données pour mettre fin à l'oppression plutôt que de la perpétuer, comme nous y invitent les préceptes du féminisme de données. Voilà. L'éthique des données et des calculs est une condition nécessaire. Je n'en ai pas parlé, mais ce n'est pas pour autant que je la mets de côté.
Mais ce ne sont pas des conditions suffisantes pour que le numérique nous conduise à une meilleure justice sociale et à un véritable progrès social. À ce jour, les recettes du monde réel restent les meilleures. La régulation, la démocratie, la démarchandisation de services essentiels en sont pour moi les meilleurs leviers. Il me semble que c'est ce à quoi nous devrions œuvrer collectivement. Je vous remercie. On va passer à la session de questions-réponses. Je vais faire circuler le micro dans la salle. Vous avez une question ? Et dans les hypothèses... Merci, hein, super chouette. Dans les hypothèses d'action, dénumériser ? Quand on dit en fait qu'il faut peut-être se méfier parfois d'une surautomatisation, d'un surdéveloppement de l'IA pour des calculs qui soient plus simples, plus statistiques, plus fonctionnels, hein, Narayanayan, je dis jamais son nom comme il faut, excusez-moi pour lui, explique très concrètement en fait que l'IA complexifie vraiment les calculs et les opacifie, alors qu'on peut avoir des techniques qui sont plus simples et qui produisent les mêmes résultats, en fait. L'amélioration que produit la prise en compte de toutes les données n'est souvent pas suffisante par rapport à la complexité et à l'opacité qu'elle génère. C'est une vraie réflexion, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas assez. On ne réfléchit pas assez parce qu'on a des tas de produits qui sont disponibles, parce que toutes les données sont accessibles, en fait. Et donc, on a envie de toutes les faire parler. Mais l'exemple que je vous montrais dans le calcul de la CAF, où on prend en compte le nombre de fois où les gens se connectent à leur espace pour savoir s'il y a un risque de fraude, est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre en compte ce type de critères pour ajuster la fraude de 0,0001 point ? Donc, ma réponse, c'est que non, on peut faire certainement plus simple, et encore faut-il le vouloir. Pardon, j'ai pas été très clair. Est-ce que la solution, c'est pas, non pas, dans beaucoup de cas, d'améliorer les systèmes numériques en les rendant peut-être plus simples, mais de revenir à du papier ? C'est-à-dire que c'est un constat de l'ANSSI, par exemple, les hôpitaux ne seront pas résilients face au ransomware, ils n'y arriveront pas. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas qu'ils aient, par exemple, les protocoles de soins qui soient notés sur du papier, de façon à savoir ce qu'on doit injecter aux gens quand l'ordinateur n'est plus accessible ? Et quelle partie de nos processus bénéficie réellement du numérique ? Et est-ce que ce n'est pas la première question avant de réfléchir à toutes ces questions qui sont super par ailleurs, hein, pour ce qui peut gagner avec le numérique? Évidemment, il faut le faire de cette façon. Mais voilà, où le numérique est-il seulement utile? Entièrement d'accord avec votre remarque, en fait. Voilà, oui, il y a des tas d'endroits où on doit se poser la question, surtout face aux défaillances, effectivement. L'exemple que vous donnez est très bien. Excusez-moi, je réagissais. Merci beaucoup pour la clarté. C'était fantastique. Je travaille à Bordeaux Métropole pour l'inclusion numérique. Et je rejoins le collègue devant, peut-être, sur le fait qu'en effet, numériser, pourquoi finalement et comment. Bref. C'est peut-être pas une question, mais le numérique, il est installé, je crois, et peut-être la question, c'est de remettre de l'humanité dedans. Parce qu'on peut pas... Aujourd'hui, je pense que c'est un leurre de se dire qu'on peut arrêter cette numérisation. Mais comment changer peut-être la grille de valeur aussi, parce que vous parliez de systèmes qui permettent de recruter. Et quel est l'objectif de cet algorithme-là ? C'est recruter. Et finalement, un algorithme permet de recruter avec des discriminations, etc. Comment on intègre la valeur non pas dans objectif recruter, mais objectif recruter avec une condition de non-discrimination, etc., etc. Et là, moi, je sais pas. Comment est-ce qu'on diffuse ça ? À qui ? Où ? Aujourd'hui, c'est super. Mais comment on l'intègre ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs qui utilisent des systèmes sans comprendre très bien leur fonctionnement. Moi, quand je parle à des gens des ressources humaines, ils savent que les outils ne sont pas très bons, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils n'ont pas la main, mais ils ne font pas non plus beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et les limites. Or, il y a des associations nationales, il y a des gens qui peuvent réfléchir à ces questions ensemble et essayer de donner ou de trouver des moyens de critériser ou de décritériser certaines choses. Hein. On peut agir en faisant de la surveillance, comme je vous l'indiquais, sur qui candidate aux offres et qui est reçu par ces offres. Il y a des moyens d'action, en fait. Le problème, c'est effectivement de les mettre en place. C'est ce que je vous disais dans la première solution, c'est qu'il faut se remettre peut-être à travailler ensemble. Chacun fourbit ses solutions, chacun achète ses solutions, mais où sont les endroits où on réfléchit, où on agit un petit peu ensemble? Je pense qu'aujourd'hui, on a une petite défaillance depuis quelques années.
Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je suis d'accord, enfin, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, parce que je travaille sur des sujets similaires. Mais moi, du coup, par rapport à, je vais réagir un peu sur ce qui a été dit juste avant aussi, mais et désolé, je vais, enfin, entre guillemets, accuser certaines institutions d'être un peu aussi hypocrites sur le fait que on a tous conscience, et je pense qu'on est tous tout à fait au courant de ce à quoi sont utilisées nos données, même si on a l'air surpris, mais on le sait très bien. Et en même temps, il y a une course à la hype sur intégrer absolument dans les services publics, dans les collectivités, l'IA, l'IA générative, etc., dans des services pour lesquels on ne sait même pas si c'est utile ou pas, mais parce qu'en fait, on a l'impression qu'on va rater quelque chose. Et du coup, en fait, la question, elle est comment est-ce que on sensibilise les gens à l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est pas là aussi qu'il faut avoir un discours constructif sur en fait, ça sert dans quel but, en fait? Parce que je trouve qu'il y a ce double discours, en fait, actuellement. Et voilà, on fait quoi avec ça? Je ne sais pas toujours répondre. Ce que je veux dire, c'est que il me semble aujourd'hui que ce qu'on ne voit pas très bien, en fait, moi, ce que je vois peu, pourtant je suis journaliste, je le vois beaucoup dans la presse américaine, mais je le vois peu chez nous. Je ne vois pas beaucoup d'analyses sur les défaillances de ces systèmes, et quand il y en a, elles ne sont pas beaucoup reprises, elles ne sont pas beaucoup diffusées, etc. Enfin, l'enquête du Monde sur la CAF est une exception quasiment dans les problématiques récentes. Donc je pense que c'est à nous tous de nous armer sur ces défauts et à réagir aux propositions qui peuvent être faites, et effectivement, qui sont parfois un peu délirantes, de mettre des choses qui n'ont pas lieu d'être un peu n'importe où. C'est un combat, c'est une lutte sociale, c'est comme ça qu'on dit, pardon. Bonjour, merci pour votre masterclass, c'était très intéressant. Je rejoins pas mal des personnes qui ont posé des questions. Je suis conseiller numérique au département de la Vienne. Et ma question, j'ai été dans une précédente vie professionnelle informaticien, technicien en support informatique. Et j'ai été formé sur essentiellement des logiciels libres quand j'ai passé mon BTS. Je me dis, est-ce que au moins pour les services publics ou les instances qui ont vocation à service public, au moins en France, on ne pourrait pas obliger à ce qu'ils n'utilisent que des outils d'algorithmisation ou d'intelligence artificielle libre ou au moins open source, ce qui garantirait un accès au code et donc à vérifier comment fonctionnent ces outils. Oui, bien sûr. Pour les acteurs privés, ils peuvent avoir des obligations de service public également, et ça peut rentrer dans les obligations de service public qui leur sont adressées. Oui, tout à fait. Attention, pourtant, pour moi, c'est une condition très importante, en fait, l'open source, l'accès aux données, l'accès aux modes de calcul, de pouvoir les vérifier, etc. Mais comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas une condition suffisante, en fait. On a aussi besoin de faire monter les usagers dans la machine. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des plus grands défauts du numérique. Bonjour et merci pour toute cette intervention. Est-ce qu'il existe des bons exemples ou des exemples qui marchent avec toutes ces conditions dont on vient de se parler, du libre, de l'open source, de la transparence, de la concertation? Est-ce qu'on a au moins un exemple qui fonctionne et avec des calculs qui sont faits par une IA ou par un algorithme dont le public sort satisfait? Ce serait intéressant d'avoir au moins un bon exemple pour se donner de l'espoir. Alors, il y en a certainement. Non, il y en a certainement. Il y en a beaucoup, je ne les connais pas tous. Et essayons de rester un petit peu positif. Non, et il y a certainement moyen, en tout cas, de faire des choses. Un autre exemple, par exemple, c'est Affelnet. Donc le passage du collège au lycée. À Paris, par exemple, son déploiement à Paris a vraiment changé les choses. Il y a vraiment eu une promotion de la justice sociale, de la mixité, qui a été vraiment très très forte. Par contre,
comme il n'y a pas assez de place en région, ça pose d'énormes problèmes. Il y a plus de 20 000 élèves qui n'ont pas de lycée, en fait, qui n'ont pas de place aujourd'hui. Donc, il y a des bons côtés d'un côté, il y en a de moins bons d'autres, mais qui sont liés à d'autres choses que seulement le calcul, en fait. Là, c'est vraiment le manque de place dans les lycées, et notamment les lycées professionnels en région. Il y en a certainement. Le problème, en fait, c'est d'arriver à les trouver et les documenter. Il y en a quelques-uns, par exemple, sur la justice prédictive aux États-Unis. Alors, vous connaissez tous Compass, qui est donc ce système qui calcule si les gens qui sont en prison doivent y rester ou pas et le montant de leurs amendes. Il y a d'autres systèmes qui sont mis en place, par exemple, qui informent le juge des décisions précédentes qui ont été faites. En fait, les alternatives, il faut qu'on les crée, en fait. Moi, ce que je constate surtout, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand vous regardez les systèmes de fraude sociale, c'est à peu près tous les mêmes, en fait. Et souvent, ils sont déployés par les mêmes entreprises qui les vendent tout autour du monde. Merci beaucoup. Je travaille à l'Agence du numérique en santé. Moi, dans les solutions, j'ai une question que vous évoquez pas. Ce sont la responsabilité des décideurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément. Et c'est peut-être une différence que je ferais entre le service public et les communs, et d'arriver à trouver un contre-pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de décideurs dans les services publics, dans les administrations, qui ont un rôle un peu de je fais le moins de vagues possible, je prends les décisions sans vraiment savoir, et pourtant, c'est eux qui ont la responsabilité, c'est eux qui tiennent le crayon. Toutes les décisions qui sont prises et qui sont implémentées et codées dans les systèmes, il y a bien un humain derrière qui a quand même été là, et puis peut-être qu'il n'a pas creusé, pas voulu chercher. Mais aujourd'hui, on ne le responsabilise pas. Et puis, tous les 3 ans, il change de poste. Et puis, c'est pas grave. Et moi, je trouve que dans l'histoire, Parcoursup, c'est ça, en fait. C'est essentiellement des gens qui, parce qu'il y a eu les associations qui sont revenues et qui demandaient à participer à la décision et à l'algorithme, en fait, finalement, on a complètement vidé l'algorithme. Il n'y a plus rien derrière. Et ces responsabilités-là, ce contre-pouvoir-là, on ne le trouve pas. Donc, comment est-ce qu'on peut influer sur cette partie et comment est-ce qu'on trouve les gens et comment on les sensibilise à ce niveau-là? Et je voulais réintervenir sur le côté papier ou pas papier. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment ça la question. Donc l'ANSSI pose bien la question en termes de résilience, en termes de maîtrise du système. On doit faire face à ce qui n'est pas de numérique. Mais je pense que la violence, elle intervient dès qu'on crée un fichier. Et donc en fait, le fichier, il peut être papier. Et on a des exemples historiques, mais dès qu'on crée un papier, dès qu'on crée un fichier, dès qu'on réifie une personne, parce que c'est une ligne dans un fichier, même s'il est papier, on crée le même problème. Donc je pense qu'en fait, le numérique, il peut peut-être aider à ce qu'au moins on ait un algorithme commun sur lequel on travaille et que ce ne soit pas quelqu'un finalement, parce que quelque part aussi dans Parcoursup aujourd'hui, les décisions, elles sont locales, et c'est un humain qui prend des décisions locales, et comment est-ce qu'on sait qu'il prend les bonnes décisions et qu'il n'est pas en train de biaiser le système de son côté aussi. Donc on ne responsabilise pas vraiment les personnes et c'est assez facile de se cacher derrière ce système. Je suis d'accord, vraiment, mais je n'ai pas de solution prête à l'emploi, en fait. Je pense qu'il y a effectivement un vrai problème aujourd'hui de responsabilité, mais qui est une responsabilité qui va plus loin. Enfin, on voit bien aujourd'hui la chasse à la fraude sociale et aussi une responsabilité politique, un discours qui s'est amplifié ces dernières années autour de ça et qui favorise en fait ces logiques, ces systèmes. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, en fait, pour lutter contre ça, effectivement, il y a des questions de responsabilisation des décideurs, et aussi nos enjeux à nous et les moyens de lutte, en fait, dont on peut avoir et dont on peut faire œuvre collectivement. En fait. Elle n'est pas super, ma réponse. Bonjour, Sophie Fontaine, je suis conseillère numérique à Vichy Communauté dans l'Allier. Moi, donc, comme mon collègue, je pense conseiller numérique derrière moi, je forme les usagers au quotidien sur ces questions de sécurité, d'algorithmes, etc. Ma question elle va se poser sur les demandeurs d'emploi parce qu'on est porteur d'un projet territoire zéro électronisme, qui est un grand mot quand même avec France Travail. On s'aperçoit au final, au bout d'une année, que c'est aussi beaucoup lié au fait des capacités des personnes à être en capacité complète de faire ou pas ces formations. Et derrière, on s'aperçoit que l'objectif étant effectivement d'être plutôt dans un algorithme
punition sur ceux qui seraient plus impliqués que d'autres, plus connectés que d'autres. On s'aperçoit vraiment de cette dimension d'algorithme qui ne me plaît pas trop. On essaye de contrebalancer ça. La grosse question, c'est est-ce que nous, en tant que conseillers numériques et en tant que formateurs d'adultes plus ou moins âgés, on doit intégrer cette IA et dans les CV qu'on va essayer de construire avec eux, cette dimension de on met des mots clés pour les aider, ou est-ce qu'on continue à leur laisser leur personnalisation dans ces CV? C'est ça ma grosse question, c'est est-ce qu'on doit se formater à l'IA et à l'algorithme qui va être du coup étudié par les recruteurs, ou est-ce qu'on doit aussi leur laisser un peu de part d'humanité dedans, puisque nous c'est ce qu'on essaye d'amener en tant que conseiller numérique. J'entends bien. Mais l'humanité, les machines n'en ont pas beaucoup. La plupart aujourd'hui des recommandations vis-à-vis de ces systèmes, en fait, disent aux gens, ils trichent parce qu'ils ne nous disent pas la manière dont ils nous calculent. Trichez aussi, et allez-y, mettez les mots-clés, mettez-les en blanc, enlevez les PDF et mettez du texte brut, etc. Enfin, on est dans une course, en fait, entre des systèmes qui évoluent très vite et nous qui essayons de comprendre derrière comment ils fonctionnent sans être jamais très sûrs de la manière dont ils fonctionnent. Donc aujourd'hui, la démultiplication des mots-clés fonctionne. Combien de temps voilà, enfin, c'est toute la difficulté. Alors, moi, j'aurais tendance à faire un petit conseil simple. Faites un test. Vous faites un test avec quelques personnes et vous leur mettez 2 CV et vous regardez ce qui se passe. Voilà. Mais effectivement, la difficulté, c'est qu'on est face à des systèmes en fait, qui évoluent très vite, qui changent tout le temps et face auxquels on est complètement démunis en fait, pour réagir. Alors, on écoute la dernière nouveauté en disant oui, faut remplir vos CV de mots-clés, il faut démultiplier les trucs, il ne faut pas mettre seulement Adobe Illustrator, il faut mettre Photoshop, il faut mettre Adobe, il faut mettre la solution libre qui est Jitsi, etc. Enfin, voilà, il faut... Jimpy, pardon. Voilà. Voilà. Mettez tous les mots-clés, même si vous ne les maîtrisez pas, c'est pas grave en fait. Le truc va calculer sur un mot-clé et souvent il n'y a pas de dictionnaire de synonymes associé. Donc voilà, on est très concrètement dans ces espaces-là en fait, des termes de mots et de la valeur qui sont portés sur des mots. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une réponse très satisfaisante, mais c'est ce que j'aurais tendance à essayer en tout cas. Bonjour, je vais paraphraser tout ce qui a été dit. Merci, c'était hyper éclairant. Moi, j'ai adoré le concept que je ne connaissais pas de l'open scoretariat. Je trouve qu'il est hyper intéressant. Ça fait 20 ans que je travaille dans les collectivités sur les services numériques et en fait, je pense que la question de réhumaniser pose une première question, c'est les moyens qu'on se donne pour le faire. Parce que globalement, aujourd'hui, si on fait de la saisine en ligne, c'est aussi parce qu'il n'y a personne au guichet, il n'y a personne pour recevoir les gens. Et donc, à un moment donné, voilà, ça rejoint la question de la schizophrénie, de se dire on veut que ce soit hyper accessible, mais en fait, il n'y a pas. Voilà, ça, c'était le premier point. Le deuxième, qui a été mentionné, mais il faut insister dessus, c'est la simplification de tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus ce qu'on fait est compliqué. Recevoir de l'argent de la part d'une structure publique nécessite 2 fois plus de documents qu'avant, les motifs de rejet sont 2 fois plus nombreux, etc., etc., etc. Et le dernier point sur lequel je pense qu'il serait intéressant qu'on réfléchisse, c'est aussi l'acceptation du risque. Quand on discute avec des services, on dit voilà, tu mets en place une politique publique, il faut ça, pourquoi tu demandes tel document? On dit de la fraude, la fraude, la fraude, la fraude, la fraude. Est-ce que tu sais l'évaluer? Non, je ne sais pas. Voilà. Et en fait, d'arriver, parce que tout ce qu'on met en place, tous ces outils très intelligents, sont là pour aller vers du zéro risque. Mais est-ce que finalement, aussi, on ne peut pas se dire, en fait, on accepte une part de risque résiduel en se disant, c'est pas grave, en fait. Le système sera plus humain, on le maîtrisera mieux, et puis s'il y a 5% des petits malins qui arrivent à tricher, ils sont forts. Voilà. Et je pense que là-dessus, ce serait important qu'on puisse réfléchir là-dessus. Entièrement d'accord également. Les questions de fraude sociale, vraiment, par exemple, sont vraiment résiduelles. En fait, on parle de choses qui sont epsilonesques quasiment. Alors bien sûr, pour plein de gens, c'est pas normal, etc. Mais on voit qu'on surutilise aujourd'hui des outils avec des valeurs et des objectifs un peu idéologiques. Pas un peu, beaucoup en fait, et pour une
productivité finale ou une efficacité qui est vraiment à démontrer. Aujourd'hui, le calcul des indus à la CAF pose problème et elle est plus liée à des problématiques de temps réel qu'au fait que les gens en fait essayent de frauder la CAF. La plupart du temps, c'est parce qu'ils ont des tas de revenus très différents, qu'ils ne les reçoivent pas au bon moment, etc. Donc ils remplissent leur truc en retard. Donc après, la CAF va demander un indu, mais on qualifie ça de fraude. Souvent, ça n'en est pas, en fait. Et c'est un gros problème, je suis bien d'accord. Mais il faut comprendre aussi qu'on est dans un moment ou dans une logique idéologique qui est assez forte et très présente et sur lequel il faut qu'on vienne avec des arguments, de la démonstration. Et effectivement, c'est pas évident parce que les personnes en responsabilité ne sont pas nécessairement les personnes qui comprennent le système. Merci beaucoup à tous. Au plaisir. Thank you.